Les impacts des balles sur l'église sont la trace de la guerre. Lorsque l'on passe à côté, cela nous fait penser à la guerre. Son travail est de chercher ce qu'il manque, visualiser la mémoire. Elle fait des moulages de ces impacts de balles avec de la terre. Ensuite, elle les rassemble comme une composition. Elle présente au mur une photo en taille réelle qui archive la position originale des impacts et expose le mur sur lequel elle travaille. Elle utilise le plâtre pour construire 2 maquettes de crêtes. Elle cherche une forme entre le mouvement de vagues et les montagnes. Elle croit que dans les profondeurs de la mer, il peut aussi exister des paysages comme cela. Elle questionne la formation de la terre par la mer. Elle a choisi un ex-voto qui se trouve au rez-de-chaussée du musée portuaire de Dunkerque. Ce bateau a été trouvé sur la place Jean-Bart. Ce petit objet monumental a été utilisé pour prier au bon retour des marins par des femmes. L'histoire de cet ex-voto l'a évoqué le sentiment d'absence. Quand les marins partent à la mer, ils reviennent des mois plus tard. Les femmes doivent attendre leur retour imprévisible. Pour cela, elle a réfléchi sur le temps de l'absence. Le fait de partir devient une rupture de communication, mais les femmes ont pris avec cet ex-voto. C'est-à-dire qu'il est présent comme interlocuteur, mais en même temps, il est absent comme référent. L'absence pénètre dans le quotidien et peut créer autre chose. Sa performance questionne l'équilibre, déséquilibre et l'absence qui pénètre le quotidien des femmes de marins. Elle a réalisé cette performance pour un projet collectif avec Kim Eun-jo. Leurs performances communiquent l'une avec l'autre. Sa performance a eu lieu sur la place Jean-Bart. Elle s'est bandé les yeux pour chercher une sensibilité des sensations. Puis elle a trouvé. Cela l'a fait chanceler comme si elle était sur le bateau de Eun-jo. Elle essaye ensuite de trouver l'équilibre. L'absence de vue l'a donné un état sensible par rapport à la présence d'autres gens, le quotidien de la rue et aux autres sensations. Cette sculpture est le résultat d'un enchevêtrement entre son travail personnel et la proposition de workshop dans le cadre duquel elle a vu le jour. En effet, le point de départ de sa réflexion a été la figure de proue issue du bateau La Martha. Elle voulait signifier la disparition des figures de proue des navires marchands actuels en créant une figure de proue naufragée, attaquée et presque recouverte par les coquillages et le sel marin. Le projet a évolué, passant par différentes étapes pour finalement aboutir à cette pièce en plâtre. Moulage d'un échoué, sorte d'empreinte d'un corps rejeté par l'océan. Les coquillages et le sable sont incrustés en lui, mais l'empreinte demeure. Cette femme a finalement laissé son empreinte sur terre, une trace de son passage qui ne nous laisse pourtant pas d'indices sur ce qu'elle fut, ou trop peu pour nous en faire une idée précise. Nous pouvons alors l'imaginer, elle, et ce que aurait pu être sa vie, comme nous pourrions nous demander qui était Martha.
Elle s'est intéressée à la canne en queue de rail présentée dans le musée. Le canne est un objet pour supporter les gens qui marchent difficilement. Ce qui lui intéresse est la relation entre la canne et la personne. Au début, ils sont indépendants. Ensuite, le corps s'appuie sur la canne. À la fin, ils deviennent un tout. À partir de cela, elle a réfléchi à la relation entre l'objet et le corps. Elle a fait une performance sur la plage en suivant la marée, le flot des vagues. Elle va entrer dans la mer comme un animal de la mer qui désire ardemment de la mer. Sa proposition s'est inspirée du travail de restauration de certaines pièces du musée, en particulier un bateau qui est reconstruit par des morceaux de bois retrouvés par des archéologues. Il décide de collecter dans la rue, dans les parcs, sur la plage, des morceaux de bois. Ce qui l'intéresse est la collection et la répétition. Les morceaux de bois sont travaillés naturellement, mais il construit un volume régulier. En même temps, il joue avec les ombres. Les morceaux s'organisent pour donner une autre forme. Ils deviennent une toute autre chose absolument. L'idée vient de la voile du bateau sur les maquettes exposées dans le musée. Les garcettes de riz sur la voile sont des petits cordages qui servent à la rouler. Elle imagine les cordages vivants et fluides dans le vent. En s'inspirant de cette forme, elle fait une installation avec un tissu suspendu dans un arbre, un saule pleureux. Elle colle des fils, comme sur la maquette du voilier, pour jouer avec le vent. Le vent conduit le mouvement du tissu. Il joue avec les fils, la lumière et l'ombre, qui composent une forme dynamique. Des vibrations de lignes animent la surface de l'image. Son projet vient de l'histoire d'un bateau reconstitué dans le musée. Sa ville est également une ville littorale, où les huîtres sont fréquentes dans la ville quotidienne. Elle la provoque une nostalgie, mais motive son travail. Il s'intéresse au départ à la hausse des vents, repenser un objet d'enregistrement sonore. Est-ce que la direction du vent change le son du vent? Il enregistre le son du vent à l'intérieur de coquillages qu'il a percés. Puis, il trouve sur la plage un objet recouvert de moules. C'est une sculpture du hasard, produite naturellement par la mer. Il a enregistré le son en plaçant des micros dans ces moules, comme si elles nous permettaient de communiquer avec la mer. On y écoute le son du vent car il y a du vent. On peut écouter le son du vague aussi. Ce sont des langages de la mer. C'est un art du hasard. Il est un organisateur seulement. Elle s'est intéressée à 3 objets anciens exposés au musée. 2 figures de proue. Figure de proue de la goélette Amiral l'Ermite en 1851 et figure de proue de la Martha en 1877 et une maquette votive, le premier moitié du XVIIe siècle. La figure de proue représente l'esprit du bateau. Elle est aussi l'incarnation de la culture historique. Alors elle réalise une courte vidéo
et la projette sur la plage pour faire un voyage imaginaire entre ces trois objets de périodes différentes. C'est aussi une rencontre spatio-temporelle. Quand elle a fait la visite au musée portuaire, tout à coup, elle s'est intéressée à une paire de chaussures en bois. Selon l'explication du guide, elle apprend que les chaussures étaient fabriquées par les femmes de marins pour les hommes. Cette paire de chaussures a l'air très stable et lourde. Elle sait que ces chaussures ne sont pas seulement des chaussures normales. Ce sont des chaussures qui sont issues des inquiétudes, des vœux, de l'amour des femmes de marins. Cela la touche. L'humanité ne change jamais dans l'histoire les joies, les douleurs, les peurs, les désirs. C'est pour cela qu'elle fabrique sa propre paire de chaussures en sel. Pourquoi c'est du sel? Parce que le sel vient de mer et aussi vient des larmes des humains. Mais les chaussures en sel sont assez fragiles, au point qu'on ne peut pas marcher avec cette paire de chaussures. Elle a demandé à ses amis de participer à une courte vidéo avec les chaussures. Les actrices sont de vraies amoureuses dans la vie. Elle a filmé les chaussures qui étaient données d'une à l'autre, puis une fille qui porte cette paire de chaussures face à la mer. À force de rencontrer les vagues, les chaussures étaient détruites petit à petit. Elle trouve que cette paire de chaussures en sel, lourde et fragile, nous interroge sur les faiblesses de la relation humaine. À la fin, ce qu'elle voudrait nous dire, c'est que l'émotion de l'humain ne changera jamais.
Ce qui a retenu son attention lors de la visite du musée, c'est le danger auquel s'exposaient les marins lorsqu'ils partaient. Les caporniers sont les navires qui l'ont le plus affecté et sont peut-être les navires qui étaient le plus en péril en mer. Ils partaient de Dunkerque pour rejoindre Valparaiso ou Anguille au Chili, en passant par le mythique et redoutable Cap Horn, chargé de charbon, de ciment ou autres produits industriels. Les navires partaient de 8 mois à 2 ans et revenaient chargés de minerais, de nitrates, de épices ou de céréales. La flotte part vers l'Angleterre où elle finit sa cargaison, puis fait une rapide escale à Rio de Janeiro, où peut-être remise en état et se délester d'une partie de la charge. Enfin, elle repart vers le sud, traversant des vents au nom significatifs, les 40e rugissants, les 50e hurlants, ainsi que le pôle noir, zone de convergence intertropicale. Guillaume le Destueux, dans Cosmographie universelle, prétend que les monstres pullulent dans l'Atlantique Sud et que la mer est l'espace de la peur, de l'inconnu et du chaos menaçant. Une légende raconte qu'un marin victorieux du Cap Horn acquit le droit de porter un anneau doré à l'oreille gauche, en référence au côté par lequel on longe le Cap Horn lors de la traversée d'ouest en est. Celui-ci avait également le droit de manger avec un pied sur la table, les 2 pieds sur la table étant réservés aux marins ayant également traversé le Cap Bonne-Espérance. Dans le musée, une paire de bottes a retenu son attention. Les bottes des marins étaient réalisées par leurs femmes, qui les bricolaient avec ce qu'elles avaient, les familles de marins étant souvent peu fortunées. Ces chaussures représentent pour lui l'affection, mais aussi la chaleur du foyer. Ces éléments qui l'ont mené du réel à la légende l'amènent alors aux bottes de cette lieu. Grâce à celle-ci, le temps de traversée devient moindre. Dans la plupart des contes, les utilisateurs des bottes de cette lieu sortent victorieux de leur périple, adaptables aux pieds de celui qui les enfile. Il aurait suffi aux marins d'enjamber les difficultés. Après plusieurs calculs de conversion, il s'est avéré que la traversée aurait pris un peu plus de 6 minutes 30. Elle a choisi de réaliser sur une nappe une cartographie reliant Dunkerque au Cap Horn en bottes de 7 lieues. Le tissu brûlant, presque précieux, évoque le merveille de conte. La traversée est représentée de façon classique. C'est la voie navigable habituellement utilisée. L'autre chemin est celui réalisé avec les bottes magiques. Pour ce projet, elle choisit de travailler à partir d'un porte-manteau mural exposé dans le musée. Cette objet présente 5 têtes d'albatros sculptées qui lui donnent un aspect agressif et inquiétant. Selon certaines croyances, la présence de ces oiseaux est un signe de mauvais présage. En effet,
les albatros venaient guider les marins tombés à la mer. Ensuite, les marins auraient pris les becs, les plumes, les battes pour la création d'objets qui deviennent comme des trophées. Elles décident de créer un porte-manteau soit en forme d'arbre ou de mât de bateau, ou se suspendant des vêtements de façon spectrale, en cercle, comme une danse macabre. Ils pourraient faire allusion aux âmes des marins. Elle pourrait encore le dresser tel un épouvantail pour rappeler l'image des oiseaux. Pour le moment, ce travail se matérialise par des esquisses préparatoires. On sait bien que le phare est important pour guider les bateaux. On peut dire aussi que c'est l'ampoule dans le phare qui montre la direction pour les gens. Dans la philosophie bouddhiste, les sutras montrent la voie pour les gens qui veulent aller au paradis. Si l'on se dit que l'expérience de la vie jusqu'à la mort est une route, le paradis est le point final. Alors les sutras guideraient les gens comme le phare guide les marins. L'ampoule guide les gens dans le monde réel. Les sutras guident les gens dans leurs croyances. Cela lui intéressait beaucoup, et il voudrait lier ces deux guides par une installation. Il a choisi le sutra bouddhique le plus important, et il l'a écrit sur un papier en calligraphie chinoise. En ajoutant le texte, le sutra se projette dans un environnement par la lumière de l'ampoule. Ce sutra s'appelle Dabeijo. En effet, on ne sait pas ce qu'il dit. Ce sutra est une traduction phonétique d'un ancien écrit. En Chine, les bouddhistes lisent les sutras tous les jours. Ils lisent sur cette version phonétique, mais sans être sûrs du sens du sutra.